Salut Ambroise, Hello, merci de nous rejoindre ici sur ce podcast en direct des studios de Cryptost avec plaisir, pour merci échanger de m'inviter. avec grand plaisir pour échanger sur Young Platform et la manière en fait d'épargner aujourd'hui au 21e siècle et particulièrement en 2023 parce que historiquement c'est vrai qu'on se dit le plus simple quand on investit c'est d'acheter de l'immobilier, d'attendre peut-être un petit peu d'action pour les générations les plus jeunes mais ça reste encore assez abstrait et on va voir ensemble comment se diversifier en règle générale, comment construire un bag de bons pères de famille, comme on dit, Exactement. surtout quand on est jeune, et c'est toute la force de Young Platform. Podcast en partenariat avec Young Platform, donc merci d'avoir entre autres choisi Cryptost pour votre arrivée en France. Avec plaisir. San depuis quelques semaines, on va discuter de tout ça, aussi de la réglementation. Donc merci Ambroise d'être là. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, s'il te plaît, avant de démarrer, et sur Young, qui est effectivement l'une des plateformes préférées en Italie pour investir dans les cryptos et peut-être demain en France. Peut-être demain en France, en tout cas c'est ce à quoi on travaille. Moi je suis le country manager de Young Platform et j'ai rejoint l'aventure en mars dernier, principalement pour travailler à la première étape qui était l'obtention du PSAN, qui était une vraie étape pour nous puisque une partie de notre écosystème se base sur un exchange crypto. Et du coup, effectivement, pour pouvoir proposer l'entièreté de notre offre aux utilisateurs français, il fallait absolument qu'on passe par cette étape qui était hyper importante pour nous. Et du coup, depuis début d'année, on travaille justement à l'expansion de cet écosystème en France. Et donc, Cryptost, c'était un peu un incontournable pour nous. On est très content de pouvoir échanger tous les deux. En tout cas, moi, je suis très content. C'est partagé et je pense que les auditeurs vont apprendre pas mal de choses parce qu'effectivement on a sélectionné tout un tas de thématiques liées à l'investissement qui risquent d'apprendre beaucoup de choses aux auditeurs, surtout que on vient d'apprendre il y a quelques heures dans le cadre du sondage remis aujourd'hui à Bercy par l'ADAN, KPMG et Ipsos qu'il y a 10%, un peu plus de 10% des Français qui détiennent des crypto-monnaies. C'était 8 l'année dernière à la même période, donc malgré un marché un peu complexe, il y a quand même 2 points d'augmentation et surtout des vœux de ceux qui ne sont pas encore investisseurs de passer le cap encore plus important que l'année dernière sur les différentes thématiques NFT et tout ce qu'on connaît. Je mettrai le sondage en description pour ceux que ça intéresse, mais en tout cas, il y a effectivement cette vague d'adoption qui se poursuit. Et effectivement, tous les outils qu'on va évoquer aujourd'hui et la réglementation n'y est pas pour rien. Justement, on entend beaucoup parler dans la réglementation aujourd'hui de la réglementation des influenceurs. On l'a déjà traité beaucoup, on ne va pas y revenir sur ce podcast. Mais vous qui avez passé le PSAN très récemment et toi qui étais en tête de proue de cette obtention, peut-être pour expliquer aux gens, c'est quoi le plus complexe à obtenir, à passer comme épreuve quand on souhaite avoir le PSAN, donc le fameux enregistrement, le sésame de l'AMF, pour pouvoir discuter avec le public français. C'est quoi le point le plus complexe de cette réglementation qui est un peu obscur pour les gens qui ne sont pas connaisseurs du domaine réglementaire? Je dirais que le point le plus complexe, c'est vraiment de comprendre, au-delà de tous les papiers qui peuvent être publiés par la CPR et l'AMF, c'est vraiment de comprendre l'attendu et de s'assurer qu'on a le bon niveau de description dans les process qu'on peut mettre en place. Nous, on s'est aperçu que beaucoup de process existaient avec un niveau de documentation qui était potentiellement pas à l'attendu des régulateurs français. Et donc, c'était vraiment plutôt un travail interne de réécriture de process existants pour s'assurer que ça correspondait bien aux attendus et aux attendus du marché, quoi. Aux exigences, ouais. De la CPR, effectivement, comme tu disais, qui est l'autorité de contrôle, Exactement. justement, qui vérifie que les données transmises à l'AMF sont les bonnes. Exactement. Mais si tu devais sortir peut-être un point que demande le PSAN pour expliquer aux gens, en gros, à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'on vous demande quand on est PSAN, c'est quoi l'exigence que demande l'autorité de contrôle? Ouais, ok. L'intérêt du PSAN est hyper important pour les utilisateurs, puisque en nous donnant en contrepartie de l'obtention du PSAN et donc de la possibilité d'exercer de plein droit entre guillemets sur le marché, on ouvre le capot et donc on permet à l'AMF de s'assurer que l'entièreté de nos process, que ce soit sur la partie stockage de crypto, que ce soit sur la manière dont on va vérifier les utilisateurs et s'assurer que ces utilisateurs-là ont le droit et ont toute capacité à trader sur la plateforme. C'est vraiment l'important. Enfin, si je résume l'idée, c'est vraiment de se dire que la valeur pour l'utilisateur final, c'est que toutes ces plateformes qui ont obtenu l'enregistrement PSAN ont été review
et on du coup passe un certain, on peut s'assurer d'une forme de protection des utilisateurs, et c'est ce qui est important aujourd'hui, quoi. Et effectivement, c'est ce qui va permettre en partie l'adoption pour continuer d'aller chercher ces quelques pourcentages. Il y a effectivement la classe d'actifs en elle-même, les crypto-monnaies, Bitcoin en tête de proue. Effectivement, ça va être tout le sujet du podcast, mais c'est vrai que pour aller vers cette obtention de plus en plus large du public, il faut a priori passer par cette étape-là pour, en tout cas, parce qu'on le rappelle souvent, mais c'est important, on ne peut pas contrôler Bitcoin, on ne peut pas faire un agrément PSAN sur Bitcoin. Par contre, toutes les entreprises autour qui proposent le Bitcoin, Ethereum ou autres, peuvent être, elles, auditées. Ça empêche peut-être des dérives, ou en tout cas, ça les limite ça fortement. Les limite fortement, Clairement. exactement. Ouais. Quand on parle d'épargne, Young Platform, vous êtes déjà depuis quelques temps en Italie. C'est très intéressant de refocus du coup ensemble après cet épisode réglementaire sur un peu la naissance, la nature de ce qu'a été Young Platform. C'est Young, je ne suis pas l'expert en anglais et les gens qui sont sur cette chaîne le savent, mais quand même c'est jeune a priori. Donc comment vous allez expliquer aux jeunes la manière d'épargner? Parce que peut-être quand on est jeune, on se dit qu'épargner, c'est juste mettre de l'argent de côté. Quand on reçoit une paye, c'est mettre 50, 100, 200, 300 euros de côté, mais pas forcément l'investir. C'est quoi épargner en 2023 quand on est jeune? Je dirais que... Alors, il y avait beaucoup de questions dans ta question, finalement. Il y avait le lien avec l'Italie et ensuite, c'est quoi épargner? Ouais, on démarre peut-être par c'est quoi épargner quand on est jeune, et tu nous diras justement carrément. le profil en Italie, puisque vous êtes historiquement basé en Italie. C'est quoi épargner? Donc déjà c'est tout simple, mais généralement c'est pas quelque chose qui est fait. C'est comprendre quelle est sa capacité d'épargne. C'est donc d'arriver à gérer un budget. C'est quelque chose de tout con. C'est quelque chose de vraiment basique. Mais malheureusement c'est pas quelque chose qui est vraiment expliqué et c'est vraiment la base. Ensuite la particularité, qu'est-ce qu'on fait avec son argent? C'est vrai que la solution la plus simple, ça va être de se dire on met tout sur le livret A et on attend pour acheter son appart ou une maison en fonction de là où on habite. Et clairement, c'est en grande partie lié à la manière dont l'investisseur français, l'épargnant français, prend ses décisions d'investissement. Et ce qu'on voit, c'est que de manière générale, la source principale, l'influenceur entre guillemets principal d'une décision d'investissement va être d'abord sa famille, ensuite ses amis, avant le système bancaire, avant d'autres sources d'informations. Et quand on regarde ça, c'est vrai qu'on peut prendre un temps de retard, parce que si on demande à nos parents comment investir, moi je sais très bien ce qu'ils vont me dire, c'est attends, constitue-toi un petit capital et ensuite achète ta résidence principale et attends la retraite. On sait très bien qu'aujourd'hui, le débat sur les retraites qui vient de se clôturer a, je pense, fait naître chez tous les plus jeunes un doute qui est avéré ou non. Des inquiétudes en tout cas. Mais pardon ? Des inquiétudes en tout cas. En tout cas, des inquiétudes sur la réalité de cette retraite dans 43 annuités. Et dans ce cadre-là, la logique de nos parents n'est pas forcément celle que nous, on doit appliquer si jamais on veut se trouver dans une situation où on part dans de bonnes conditions à la retraite. Et donc, je dirais, au final, tous les sujets sont assez liés. Il y a aussi un sujet de protection de l'inflation qui est important, puisqu'on n'est pas dans le même régime d'inflation que remarquez, en fonction de l'âge de vos parents, ça peut être nuancé, mais ce que je veux dire, c'est que les 10-15 dernières années, on avait plutôt un rythme d'inflation assez faible. Et on rentre dans un rythme d'inflation beaucoup plus important, ce qui fait que l'épargne a tendance et la valeur de l'épargne a tendance à se dégrader beaucoup plus vite. Et donc, il faut réussir à agir sur tout ça si on veut réussir à se protéger un petit peu, quoi. Et justement, sur l'historique que vous avez, encore une fois, vous êtes très jeune en France et on va réussir à décortiquer tout ça ensemble et tout. Et j'aime bien l'approche que vous avez, mais pour le coup, elle a déjà fait ses preuves. J'allais dire aux États-Unis. Non, en Italie, pardon. Ça ne vient pas toujours de l'autre côté de l'Atlantique, les initiatives intéressantes. Et en Italie, on en avait discuté ensemble il y a quelques jours. C'est plutôt la crainte que les banques perdent un peu l'argent des utilisateurs, qui a motivé peut-être à une époque l'intérêt pour placer son argent. On sait que
la connaissance financière en France, elle est peut-être un peu en retrait par rapport à ses voisins européens, et encore que. Mais justement, si on prend ce qui s'est fait en Italie, votre réussite en Italie, c'était basé sur quoi par rapport aux jeunes, sur leur envie justement de créer leur épargne? Bah, elle est basée sur un double constat. Le constat que l'on voit un peu partout donc la boîte a été créée en 2017-2018, donc ça veut dire que le Bitcoin avait déjà 8 ans et du coup c'est un sujet qui générait un intérêt chez les utilisateurs qui souhaitaient potentiellement diversifier un portefeuille ou simplement s'intéresser aux produits. Par contre, il y avait très très peu de compréhension de ce qu'était le Bitcoin. Et donc le constat principal, ce qui est normal, et donc le constat principal qui a été fait au moment de lancer la boîte, c'est de se dire ok, très cool, on a des développeurs ultra intelligents qui nous développent des protocoles de folie. Par contre, comment on essaye de retranscrire ça dans un langage compréhensible par tout un chacun. Et c'est là où est arrivé Young Platform Step, justement, qui permet aux utilisateurs de comprendre un certain nombre d'éléments sur la finance personnelle, sur la base technologique de ce que fait une blockchain, les types de validation, etc. etc. Qui permet du coup de donner des bases pour investir en toute connaissance de cause. Et donc du coup en Italie, mais comme en France, et je pense que là-dessus on est tous européens et on a à peu près, je dirais, une uniformité sur ce petit retard qu'on peut avoir sur notre manière de voir la finance personnelle. Et donc du coup, on a construit ce premier produit Step justement pour répondre à cet enjeu. Et que c'était du coup une plateforme davantage tournée vers l'éducation. Exactement, à 100%. À 100% au début, Step, la jeunesse, c'est juste on te fait gagner des cryptos quand tu apprends des trucs sur les blockchains. Ce qui était cool. On a rajouté des fonctionnalités de type tu peux échanger tes pas, tu peux parier à la hausse ou à la baisse sans implication financière sur l'évolution du cours. Tout ça, c'est très cool. Mais la philosophie de base, c'était quand même de dire, OK, il faut comprendre ce qu'il y a derrière si tu veux investir en bonne et due forme. On a une croissance assez folle en Italie sur ce sujet-là. Et à un moment donné, les fondateurs se sont dit, en fait, la next step d'après en Italie n'existe pas. Et Young Platform a été un des premiers crypto exchange à travailler en lien avec le régulateur italien, justement pour construire quelque chose qui soit fiable, sécurisé pour les utilisateurs. Et là est arrivée toute la partie convaincre une banque de travailler avec eux pour réaliser les premiers déposits des utilisateurs. Et donc, on a un partenaire bancaire italien qui est ultra important et qui nous permet de faire ça. Et donc, du coup, c'est construit comme ça l'histoire de Young Platform comme à la fois une plateforme qui éduque ses utilisateurs et derrière une plateforme sur laquelle on peut réaliser ses premiers achats. On va forcément trier les cryptos disponibles. Il y en a plus de 23 000 listés sur CoinMarketCap. On ne va pas vous mettre les 23 000 parce que clairement, dedans, il y a plus de 90% qui vont aller à la casse. Mais par contre, il y a des bons projets et des projets pertinents. Et donc, ceux-là, nous, on essaye de les identifier en amont pour faire un premier filtre. Encore une fois, on ne s'adresse pas aux degen qui souhaitent aller investir avec un levier x200. Ce n'est pas du tout notre cible et ce n'est pas du tout notre philosophie. Nous, on pense qu'il y a eu des plateformes exceptionnelles qui font ça très très bien. La problématique quand on parlait d'adoption, c'est de se dire que on est passé de 8 à 10% d'adoption en France, top. Mais c'est quand même pas énorme quand on voit qu'on a sur un an, je pense, les 3 leaders mondiaux qui ont obtenu leur PSAN et qui ont ouvert des bureaux en France. Je trouve que l'effet d'impact lié à ça n'est pas vraiment fort. Alors effectivement, il y a une contrainte de marché qui n'était pas forcément au beau fixe, mais ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a un intérêt pour l'investissement qui est 2 fois plus important qu'avant. La question est, c'est quoi le produit qu'il faut leur proposer ? Et c'est super intéressant ce que tu dis là, parce qu'effectivement,
on en a parlé très rapidement, on va pas faire un podcast entier sur la réglementation, mais par la clarté qu'a apporté Paris depuis la loi Pacte, on sait où on va, donc ça a dragué des entreprises étrangères qui sont venus installer leur siège européen en France. Et tu viens effectivement de dire Binance a son siège européen en France, Crypto.com a son siège européen en France et d'autres. Mais vous, et c'est pour ça que je suis content qu'on discute de ça aujourd'hui, et tu as en fait un petit peu donné la perspective de ma question d'après qui était mais où sont les leviers x50 ? Eh ben, pas chez vous justement. Pas du tout. Parce que votre approche, c'est de dire... C'est amusant parce que vous avez été créé du coup en 2016-2017, période où Bitcoin commençait à s'affoler un petit peu. Donc ceux qui disent j'ai raté le train, dommage, je pourrais plus jamais y aller, ou alors quand est-ce que je remets all-in sur le prix le plus bas et en fait boule de cristal, où est-ce qu'est le point bas du Bitcoin, vous êtes sur une approche totalement différente qui est celle, c'est ce que je disais en introduction, qui est un peu bon père de famille, c'est pouvoir épargner, s'exposer de manière intelligente, et c'est là où vous éduquez, et de l'autre côté vous ne proposez pas de trading et des leviers dans tous les sens, vous êtes plutôt sur une approche qu'on commence à connaître un peu dans l'écosystème crypto, Dollar Cost Average, DCA. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette approche d'investissement plus passive et moins stressante aussi ? Bah, c'est un peu tout l'enjeu en fait. Moi, je suis rentré dans l'écosystème, j'étais pas du tout dans l'écosystème crypto avant de rejoindre Young Platform, et j'ai découvert ça avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attentes, et avec cette petite excitation de se dire je vais investir peu, je vais mettre des marges, et je vais partir à Dubaï dans 3 ans quoi. Tu dis ça parce que tu n'as pas réussi, donc maintenant c'est ton approche. Exactement, mais comme 90% des gens qui tradent. Mais tu as raison, je suis nul à ça, et je pense qu'on s'est bien trouvé avec Young Platform parce que justement la philosophie est différente. Non, nous ce qu'on se dit, c'est que il y a des gens qui réussissent et c'est très bien et j'ai rien à dire par rapport à ça. La problématique, c'est quel temps et quelle implication il faut avoir pour pas se rater. Et c'est là où nous on a une philosophie où on peut investir en crypto sur le long terme, et cette capacité à investir sur le long terme, elle va nous permettre de garder un style de vie qui est exactement le même qu'avant. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de rester derrière mon app ou derrière mon PC jusqu'à 3h du mat parce que potentiellement mon leverage va péter ou parce que j'ai mal programmé mes stop loss. Et recevoir des SMS toute la nuit. Et recevoir un bon SMS de Binance te dire nous avons liquidé ta position à 3h du mat. Du coup, Young Platform derrière, l'idée c'est de se dire on peut investir en crypto, mais il n'y a pas besoin de se stresser à propos de ça. Et du coup, l'exemple qu'on prend, c'est la vision long terme que la plupart des gens aujourd'hui ont quand ils investissent dans l'immobilier. Ils ne font pas un investissement immobilier pour avoir un return à 1 an, 2 ans ou 6 mois. On fait un investissement immobilier parce qu'on a une perspective de long terme et on sait que sur le long terme, peu importe la manière dont on le fait, on est plutôt gagnant. Historiquement, ce que prouve le Bitcoin, c'est que si on investit sur le long terme, on est plutôt gagnant. En tout cas, historiquement, jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, la seule question qui se pose est comment on rentre dans ce marché-là. Et c'est là où le DCA est plutôt pertinent. C'est parce qu'on ne va pas rentrer tout d'un coup sur un marché qu'on ne connaît pas. On va plutôt essayer de lisser son coût d'entrée pour s'assurer de maximiser un petit peu son return et de minimiser son risque. Est-ce que ça, tu peux juste, s'il te plaît, l'expliquer un poil plus, parce que c'est vrai qu'on utilise encore une fois beaucoup ce terme-là, mais en quoi ça consiste si je suis dans la peau d'une personne qui a une centaine d'euros par mois à investir du coup, tous les mois, en quoi ça consiste le DCA ? Est-ce que c'est justement d'attendre la fin de l'année pour avoir à peu près 1000 balles et le mettre quand je le sens bien ? Ou est-ce que c'est tous les mois de mettre les 100 euros ? Est-ce que c'est de diviser les 100 euros que j'ai par mois pour les mettre plusieurs fois par semaine ? En quoi ça consiste ce DCA justement ? Alors il y a pas mal de modalités et chacun peut faire ses choix là-dessus. La philosophie, c'est plus on va diviser le montant investi et le répartir à différents points d'une année ou d'un mois, plus on va avoir plus on va lisser entre guillemets le prix plus on va lisser le prix d'achat.
C'est-à-dire là, le Bitcoin aujourd'hui, il est à 30 000 euros par exemple, au moment où on enregistre ce podcast, 30 000 dollars pour être très précis. Ça veut dire que je pourrais en acheter aujourd'hui et peut-être si demain il est à 28 000, du coup en remettre un petit peu. Dans une semaine il sera à 32, en remettre un peu. Exactement. Et comme ça, je n'ai pas de regrets si jamais il tombe à 20 dans un mois, c'est ça, hein. Bah, on limite la perte, puisque tu auras acheté tout au long de la descente, si jamais il descend jusqu'à 28, ton prix de revient sera une moyenne entre 28 et 30. Alors que si tu achètes à 30, tu as une perte de 2000. Si le Bitcoin, tu commences à acheter à 30 et que le Bitcoin tombe à 28, ta perte sera lissée entre guillemets à la baisse. Ce qui fait qu'à la hausse, tu vas être capable de te récupérer plus facilement, puisque tu n'auras pas besoin de remonter à 30 pour couvrir tes pertes. Okay. Tu pourras couvrir tes pertes peut-être à 26,5, 27, quoi, en fonction de ta temporalité et des montants que tu investis. C'est ça. Je ne sais pas si c'est très clair. Non, mais effectivement, alors de toute façon, je mettrai en description et en fiche l'explication si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le DCA. Mais l'idée, c'est encore une fois, effectivement, tu l'as très bien dit, au lieu de mettre 1000 balles d'un coup à 30 et d'être déçu si jamais ça descend, ou effectivement de prendre une perte, ou justement de se dire, j'attends qu'il tombe à 28, et peut-être qu'il ira jamais, et du coup, je serais déçu de ne pas être dans la course. C'est de se dire, effectivement, on divise. Ça marche sur les actifs, parce que c'est vrai que certains traders disent, faites-le sur Orange, ça n'aurait jamais marché parce qu'Orange a fait que de descendre. Alors oui, ça marche sur les actifs, encore une fois, sur lesquels il faut avoir de la confiance, mais c'est la méthode la moins stressante parce que c'est 1 ou 2% des gens qui sont traders. Je n'en fais pas partie, toi non plus, mais on veut quand même essayer de s'exposer, donc c'est ça l'idée, quoi. Exactement. Et tu as raison sur la partie confiance, c'est toujours une histoire de confiance. Sur le Bitcoin, ce que les gens doivent savoir, et j'imagine qu'ils le savent, c'est que la supply est plutôt limitée, ce qui fait qu'il n'y a pas forcément une inflation très forte à attendre de cet actif-là. Et donc, dans ce cadre-là, il y a une confiance plus ou moins forte qui peut aussi se mesurer historiquement. Il y a beaucoup de cryptos, si on regarde sur le long terme l'évolution de la courbe, on voit très bien qu'il y a un problème. Après, chacun doit justement se renseigner, comprendre les protocoles et derrière pouvoir faire leur choix d'investissement. Mais clairement, si on parle du Bitcoin, c'est vrai que sur une longue période, je crois que la stat que tout le monde donnait quand on était vraiment au fond du fan, c'est que sur une moyenne de 4 ans roulants, personne n'a perdu d'argent, quoi. Je crois que c'était ça la stat. À voir, parce que on a toujours le problème de l'historique, c'est-à-dire que l'historique ne fait pas l'avenir. Les performances passées ne prédisent pas exactement. Les performances futures. C'est la phrase officielle. Tu fais bien de la redire et je pense qu'on la réécrira aussi dans la vidéo, mais ouais. Mais effectivement, en tout cas, c'est cette capacité. C'est certain que ceux qui ont investi sur des crypto-monnaies de 2017 et qui attendent que ça remonte, il y en a qui ne remonteront jamais parce que c'était soit une escroquerie, soit il n'y a plus le narratif pour Bitcoin. Et dans tous les cas, quand les gens investissent sur quelque chose, quelle que soit la méthode, c'est qu'ils y croient un minimum. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut, là je reviens à la première partie, c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Pas juste suivre... je sais pas, un tweet qu'on a vu ou une information ou un pump ou... Pas écouter que Elon Musk, quoi. Non, pas que, mais juste se faire une intime conviction. Et ça, c'est hyper important. Effectivement, c'est super important de pouvoir s'exposer à ces classes d'actifs. Il faut s'exposer à plusieurs classes d'actifs, pas être que sur les crypto-monnaies. Mais quand on le fait, on sait qu'il y a Ledger pour sécuriser ses crypto-monnaies et autres. Et on sort d'un épisode assez douloureux d'il y a 6 à 8 mois avec FTX. Comment retrouver la confiance envers les plateformes? Vous avez le PSAN, on l'a déjà dit, mais comment retrouver cette confiance perdue depuis FTX? Parce que ça sera effectivement l'un des enjeux pour l'adoption de demain. Et même si on peut avoir des ledgers derrière, tout le monde n'en souhaitera pas forcément une. Et dans tous les cas, pour acheter des cryptos, il faut passer par des plateformes. Comment retrouver cette confiance? En partie érodée depuis FTX et l'affaire de SBF. Je pense que ça demande un peu de transparence de la part des acteurs, notamment et de la compréhension, de la transparence, parce qu'il y a différents types d'acteurs sur le marché des cryptos, c'est-à-dire qu'il y a les brokers d'une certaine manière et ceux qui sont market makers et qui ont leur propre liquidity pool. Il y a une différence qui est importante. Un broker n'utilise pas d'actifs
pour assurer un équilibre sur le marché. Et donc, quand un utilisateur va faire une requête, il va aller chercher la liquidité à des tiers. Désolé, c'est un peu complexe. Mais donc, du coup, ces plateformes-là ne portent pas le risque de perte impermanente. Et donc, c'est un premier point où il faut, je pense, bien comprendre et peut-être réussir à ce que... Il y a beaucoup de plateformes qui fonctionnent comme ça, comme nous, c'est-à-dire que nous, on est des brokers, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas du tout les fonds des utilisateurs pour assurer le market making. Ce qui fait que quand on déposite des euros, ils sont stockés sur un compte euro qui à eux. Quand ils souhaitent transférer des euros pour récupérer du Bitcoin, les Bitcoins vont directement sur une adresse qu'on leur a ouverte chez Firebase, qui est notre provider, et elles vont pas bouger jusqu'à temps qu'ils nous disent « Ok, maintenant, je veux changer de crypto ou je veux sortir ». Et donc, il y a une vraie ségrégation des fonds. Exactement. Exactement, on a une vraie ségrégation des fonds entre les fonds de l'utilisateur et ceux de l'entreprise, ce qui est normal, c'est la loi. Mais c'est très important, c'est hyper important d'avoir cette compréhension-là. Encore une fois, je ne dis pas que c'est quelque chose que d'autres acteurs ne font pas. Je dis juste que le PSAN permet aussi de s'assurer de ce genre de choses. Et c'est un peu pour rebondir sur la première question. Et donc, et dans tous les cas, on parlait de FTX comme étant le signe noir de ces derniers mois. Pour le coup, c'est ce qui avait l'air de ne pas avoir chez FTX. Donc, pour le coup, vous, c'est la différence avec vous, quoi. Exactement. Ils utilisaient les fonds. Il y a pas mal de la cause de la chute de FTX, elle est un peu multiple. Mais clairement, à la base, il y avait un peu il n'y avait pas une croyance très forte en l'obligation des fonds, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc, de toute façon, tout ça est au conditionnel puisque le jugement a priori lieu en octobre. Exactement. Pour SBF, mais c'était effectivement qu'il semblerait que les fonds aient été utilisés entre plusieurs entreprises détenues par Sam Bankman-Fried. Donc pour le coup, en contre-pied de cette problématique, la ségrégation des fonds que vous imposez à Yang, puisque la question était retrouver la confiance érodée depuis FTX. Je pense que ça fait partie des sujets. Et donc derrière, je pense que ça prend aussi beaucoup de temps. Et il faut juste pas brusquer les utilisateurs, quoi. À un moment donné, l'avantage de cette séquence, de mon point de vue, c'est que on va quand même avoir bien nettoyé les acteurs un peu complexes, malveillants, ouais. Un peu malveillants. Et donc du coup, dans ce cadre-là, les acteurs qui auront survécu à cette phase un peu dure de novembre-décembre 2022 à maintenant. Voilà, je pense qu'on a quand même le plus gros et sans doute derrière nous. Justement, c'est assez intéressant ce que tu dis avant d'échanger plus en profondeur en quelques minutes sur Yang et le crypto que vous proposez, justement, parce que tu disais qu'il y en avait une certaine sélection que vous faites en amont, mais là, tu viens d'énoncer une des problématiques propres à l'écosystème, cette phase de tension depuis FTX, où les entreprises qui vont rester aujourd'hui, qui passeront l'été, resteront peut-être celles qui seront les prochaines années vraiment leaders sur le marché, puisque la problématique est aujourd'hui. Mais sur l'environnement global, tu parlais aussi des retraites tout à l'heure, il y a l'inflation qui monte, il y a la crainte d'une récession potentielle. On ne va pas rentrer dans les détails économiques, mais est-ce que c'est quand même un bon moment pour investir, ou est-ce que justement, on parlait du DCA, mais est-ce qu'il ne faut pas rester un peu passif? On sait que les gens sont vraiment dans cet entre-deux de se dire, est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il faut attendre vraiment qu'il y ait un vrai problème? Où est le juste milieu dans cette période d'incertitude? Historiquement, on pourra regarder les graphes. Je m'étais fait un graphe qui montrait une corrélation entre le taux d'emprunt US en mortgage et l'évolution du prix du Bitcoin. Et grosso modo, ce qu'on voyait, c'est il y avait une corrélation inverse entre l'augmentation des taux et la valeur du Bitcoin. Et donc, moi, ce que je vois, c'est à partir du moment où on passera dans une politique monétaire un petit peu plus douce, un peu moins agressive dans la lutte contre l'inflation, on repartira sur
sur une phase où les acteurs seront plus à même d'investir dans des actants, entre guillemets, la dernière classe d'actifs qui existe, qui est la crypto, si on prend historiquement ça historiquement, ouais. Ouais, ok, parce qu'effectivement, ça fait partie aussi des grosses explications de la remontée des cours des cryptos et de tous les actifs à risque, qui était la faillite des acteurs régionaux bancaires aux États-Unis. Donc la Fed qui avait un peu à aider le secteur bancaire et donc peut-être un desserrement monétaire que certains attendaient. Yes. Donc sans rentrer trop dans les détails, effectivement, c'est ça qui explique en partie. Et puis surtout le narratif de Bitcoin, tu l'as expliqué un petit peu. Bon, les gens qui écoutent ce podcast sont peut-être familiers avec cette industrie, mais pour le rappeler, on est vraiment dans un contre-pied de la crise bancaire de 2008 qui Exactement. a fait naître Bitcoin, qui était justement sur est-ce qu'on possède bien ses actifs, qui les possède, combien il y en a, et donc contre l'impression monétaire qui a en partie mené à l'inflation, à en croire certains économistes qu'on a aujourd'hui. Et donc, on n'avait pas en 2008 cet outil qu'aujourd'hui on a, qui est Bitcoin, et qui permettra, si crise bancaire il y a, d'avoir un nouvel outil qu'on n'avait pas à l'époque. Exactement. En tout cas, moi, c'est la vraie conviction que j'ai. C'est sur cette capacité à, même si c'est digital et c'est un petit peu contre-intuitif de penser ça, mais lorsqu'on a un Bitcoin ou une fraction de Bitcoin sur son portefeuille, par exemple sur son ledger, elle est à soi. Et personne ne peut te l'enlever. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que peu de systèmes ont, surtout des systèmes qui reposent sur des garanties potentiellement d'État et sur lequel, à un moment donné, on ne sait jamais jusqu'à quel point on est protégé. Alors bien sûr, on pense que ce sera toujours le cas et je l'espère, mais c'est vrai que c'est toujours un bon... c'est un peu l'équivalent digital d'avoir un peu d'argent sous son matelas. Et moi, c'est un peu comme ça que je le vois et ça fait assez sens. Je pense que tous nos grands-parents avaient un peu d'argent sous son matelas ou derrière la commode. Ça fait un peu de sens d'avoir un ledger derrière sa commode, je pense, aujourd'hui. Avec un peu de Bitcoin dessus. Avec et un petit peu de Bitcoin dessus. autres crypto-monnaies que vous proposez sur Yang. Justement, si on fait un peu un focus sur les offres que vous proposez sur Yang Platform, tu l'as dit, pas les 20 000 crypto-monnaies qui existent en circulation. Vous faites un tri. Est-ce que tu peux nous dire justement, pour ceux que ça intéresse, un peu plus de détails sur la plateforme en elle-même? Nous, on en propose 40. C'est pas énorme. Mais c'est 40 projets qu'on a étudiés, qui sont passés au scope de notre équipe technique avec des calls avec les membres des équipes pour essayer de comprendre vraiment au-delà des white papers, au-delà des informations publiquement disponibles, bien comprendre la philosophie, bien comprendre où ça va. Et donc, bien entendu, on a les grosses capitalisations, parce que si elles sont grosses... c'est pas parce qu'elles sont grosses qu'on les a intégrées, la sécurité, en tout cas le sérieux des équipes qui sont derrière, nous permet de dire que dans l'écosystème crypto, c'est les cryptos à regarder, en tout cas, et pourquoi pas à avoir un peu sur son portefeuille, quoi. Et ce que j'aime bien, c'est que de manière passive avec le DCA, justement, sur Yang, on peut faire son propre micmac de crypto-monnaie qu'on veut mettre dans un bag et dire je veux peut-être 30% de celle-ci, 10% de celle-là, 15% de celle-là. Et après, si je fais un virement programmé, ça se fait automatiquement. Exactement. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui va sortir d'ici début mai. On est encore en train de finaliser les choses pour essayer de creuser cette philosophie du DCA et d'apporter un petit peu plus de valeur à l'utilisateur. Aujourd'hui, un des problèmes de la crypto, c'est qu'il ne s'intègre pas vraiment dans le quotidien des gens. Quand on fait un DCA, aujourd'hui, la philosophie du DCA, c'est de dire il faut que je mette de la crypto, je mets de la crypto et il manque une objectivité de son investissement. Pourquoi on le fait au-delà de il m'en faut. Donc du coup, nous, on va créer des plans spéciaux qui vont permettre d'être targetés. C'est-à-dire qu'un utilisateur, mettons, moi j'ai une fille, j'ai envie d'économiser un petit peu pour son école ou ses études. Je vais peut-être préférer mettre 50 balles par mois sur 20 ans sur un objectif études en DCA sur un paquet de crypto
plutôt que de le mettre sur un livret et d'essayer d'attendre de voir quel return ça va. En tout cas, moi, sur le long terme, c'est quelque chose qui m'intéresse plus et qui est même un petit peu plus excitante, parce que sinon, c'est de se dire, bon, bah voilà, avec cet investissement-là, au moins, je me dis que une partie des frais sera couverte. Donc, c'est vraiment... Mais ça peut être autre chose. Ça peut être, je pars en vacances dans un an. Pourquoi j'investirais pas un petit peu petit à petit sur un marché crypto pour profiter de vacances avec des potes ou ce genre de choses, quoi. Donc il y a cette première étape, et derrière il y a vraiment cette philosophie de dire pourquoi DCA sur une seule crypto. C'est quelque chose qui est pertinent, de se dire ok, je veux construire mon portefeuille sur des valeurs que j'affectionne ou sur un paquet prédéfini, et donc derrière d'avoir effectivement pas grand chose à faire à part préparer un virement récurrent qui va permettre de se dire ok, tous les mois je sais que ça c'est fait, et je regarderai juste le résultat de mon objectif. Donc ça, c'est les premières parties. La deuxième partie en termes d'objectifs, c'est comment on se fixe des objectifs en termes de détention d'un actif. Ça peut être intéressant, par exemple, de se dire ok, un jour j'aimerais bien détenir dans mon portefeuille un Ethereum. Aujourd'hui, je ne sais plus si c'est 1008 ou 2000. Dans ces eaux-là, ouais. C'est dans ces eaux-là, j'ai un peu perdu le fil. Mais donc du coup. Dollars, ouais, bien sûr. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider l'utilisateur à préparer un plan pour, en fonction de son horizon de temps, se dire ok, au prix actuel, c'est X euros par mois. On te set up ça, et si jamais dans le mois le prix baisse, eh ben, tu vas accélérer ton acquisition, et si le prix augmente, on reviendra te voir en te disant voilà, pour info, est-ce que tu veux garder cet objectif-là et mettre à jour, etc., etc. Ce qu'on veut, c'est rendre ça simple et l'intégrer dans le quotidien des gens, que ce soit si on a un objectif de constitution de patrimoine crypto, ou que ce soit des objectifs de vie. C'est vraiment ça qui est important, c'est de se dire que et ça revient à notre philosophie de base, qui est de dire tu peux investir sans te stresser. Ce qu'on a l'habitude de dire en ce moment dans l'équipe, c'est hodl and chill, c'est-à-dire que tu gardes tes cryptos, tu les as, et en fait tu peux continuer à aller voir des bières avec tes potes, tu peux continuer à partir en week-end, tu peux faire tout ce que tu as envie comme si de rien n'était, parce que tu n'as pas cette nécessité d'être tout le temps derrière ton écran et à t'assurer que tu n'es pas en train de perdre de la thune. Ouais. Donc voilà. C'est assez passionnant. Et c'est encore une fois une approche qui est importante, parce que pendant un certain temps, le secteur crypto qui va très vite a été habitué à aller encore plus vite que la musique, alors que c'est déjà très volatile, et que vous prenez le contre-pied de ça en disant justement ça peut en partie être du pilote automatique, ou en tout cas ça peut être passif, un virement, et la plateforme s'occupe de tout avec toute la philosophie qu'on vient d'expliquer, et qui est une approche importante, surtout encore une fois on l'a expliqué pour quelqu'un qui n'est pas expert dans le trading, c'est-à-dire 95% des gens dont encore une fois nous faisons partie. Merci beaucoup Ambroise d'être venu présenter Young Platform. Avec plaisir, merci à toi. Je mettrai en description tous les liens si ça vous intéresse pour en savoir un petit peu plus, les articles que la rédaction Cryptost a également écrit au sujet de Young Platform. Encore une fois, bienvenue en France, et que le meilleur vous sourit dans les prochains mois, et que les prix continuent de monter, on espère. Yes, on espère tous ça. Merci. À très vite, merci. À bientôt.